est 13h50 si vous nous rejoignez sur la nationale Coloma comme chaque dimanche dans Dites-moi tout, docteur. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes de cancer, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer des seins. Les journées internationales, mondiales et d'autres rencontres sont organisées et consacrées à travers le monde pour la prévention, la détection et le traitement. On en parle tout de suite avec notre invité, professeur Namouri Keita, gynécologue obstétricien en service au CHU. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions tout à l'heure et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième manche de cette émission. Vous pourrez donc appeler au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous essayons de poser toutes les questions sensibles autour de la maladie. Et la première question, c'est tout à l'heure, après le jingle. Bonsoir, merci de revenir sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Nous allons ouvrir une petite parenthèse. Il y a 2 semaines, professeur, vous étiez à la tête d'un atelier régional formation des formateurs qui a été organisé à Conakry et 10 pays d'Afrique ont pris part à ce grand rendez-vous. Quel était le but de ce séminaire, de cet atelier plutôt, et quel était l'objectif? Avant de répondre à cette question, permettez-moi, madame, de vous remercier de m'inviter à prendre la parole pour un peu discuter avec vous des problèmes liés à cette pathologie grave qu'est le cancer. Effectivement, comme vous le dites, je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, un atelier a été organisé à Conakry, atelier organisé avec l'aide du gouvernement guinéen et par l'Organisation mondiale de la santé. Cet atelier a regroupé une dizaine de pays, 7 pays anglophones et 3 pays francophones. Et l'objet de cet atelier, bien entendu, c'était de discuter et d'orienter les experts pour que de retour dans leurs pays respectifs, ils puissent mettre en place des mécanismes qui permettent de former des agents de santé à la diffusion de nouveaux programmes qui existent actuellement à travers le monde sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. D'accord. Alors, il faut quand même dire que les avancées sur le traitement contre les cancers sont extraordinaires et formidables. Mais, professeur, le dépistage précoce s'inscrivent donc dans cette lutte, mais malheureusement, c'est pas très médiatisé. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas très médiatisé chez nous, mais dans le monde, c'est très médiatisé. Parce que lorsque vous écoutez souvent les émissions de radio à travers le monde, on en parle souvent. Et puis, un certain nombre de films ont été réalisés sur cela. Et même au-delà de cela, la presse People s'en est saisie, puisque une actrice qui est très connue, qui s'appelle Angelina Jolie, s'est fait amputer de ses 2 seins, et vous le savez. Et ceci du fait qu'elle a des facteurs de risque très importants au sein de sa famille. Donc, elle aussi, elle l'a. Et elle est obligée de faire ça pour éviter la survenue au cours de sa vie. Ce sont des personnes prédisposées. Ce sont des personnes prédisposées. Si vous le souhaitez, nous en parlerons tout à l'heure. D'accord. Alors, professeur, comme promis, je le disais tout à l'heure en début d'émission qu'on parlait, c'est le thème d'aujourd'hui, le thème de ce dimanche, qu'on parlera le cancer du col de l'utérus et celui des seins. Avant de revenir sur la question concernant donc le thème, nous allons suivre le reportage de notre confrère Soriki Radeu. Alors, l'élément n'est pas encore prêt, professeur. Le nombre de morts n'augmente plus depuis plus de 10 ans. En revanche, le nombre de cancers va considérablement gonfler. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, est-ce que le nombre de morts n'est pas encore
Élevé, non. Je pense que Depuis lorsqu'on plus de prend 10 la, ans, on le dit. lorsqu'on prend la situation mondiale, c'est vrai. Le nombre de décès baisse dans les pays médicalisés, mais il augmente D'accord. dans les pays à faible revenu tels que les nôtres. D'accord. C'est-à-dire que non seulement l'incidence de ces deux principaux cancers augmente dans ces pays, mais aussi la mortalité augmente. D'accord. Du fait d'un certain nombre de causes. Peut-être que si vous le souhaitez, nous en parlerons tout à l'heure, parce que les facteurs de risque sont bien identifiés, les raisons pour lesquelles l'incidence est maintenue sont bien identifiées, mais aussi les raisons pour lesquelles la mortalité reste et augmente plutôt en Afrique, reste identifiée. C'est tout simplement parce que la plupart de ces cancers, quand ils arrivent aux hôpitaux pour être pris en charge, c'est à un stade qui est très avancé, donc à un stade tardif, pour lequel il est très difficile de mettre en place un programme thérapeutique qui soit efficace. C'est la raison pour laquelle en Afrique et dans un certain nombre de pays en voie de développement, la mortalité reste constante. On dirait même qu'elle augmente. Pendant ce temps, cette mortalité baisse en Europe, aux États-Unis et dans les pays du Nord de façon générale, qui ont mis en place de véritables programmes de lutte contre ces maladies. D'accord. Alors, nous allons donc suivre le reportage de notre confrère Soridou Kera, avant de revenir sur le plateau. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième type de cancer après celui du sein en Afrique subsaharienne. En Guinée, il constitue le premier type avec un taux d'incidence de 46 cas pour 100 000 femmes. Face à l'ampleur du phénomène, les experts de la gynéco-obstétrique des 10 pays africains les plus affectés par la maladie se concertent depuis ce lundi à Conakry. Au centre des discussions, les différentes méthodes de prévention de la maladie et les techniques liées à sa prise en charge. Environ une femme décède de cancer du col de l'utérus toutes les 3 minutes, ce qui équivaut à un avion gros porteur d'environ 300 personnes qui se crachent par jour, avec un décès d'environ 300 personnes par cancer du col de l'utérus par jour. Donc c'est véritablement un problème dans les pays en développement et particulièrement en Afrique. Et c'est pour cela que l'OMS a décidé de former les représentants de 10 pays africains. Les experts des 10 pays présents à Conakry devront surtout échanger sur les expériences nationales autour de la problématique de la gestion des cancers gynécologiques et de toutes les formes de lésions précancéreuses. La Guinée a engagé depuis quelques années des efforts importants pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Cette rencontre devrait armer davantage le pays dans sa lutte contre le fléau. Le gouvernement guinéen est conscient des conséquences de cette maladie, veut se doter de moyens efficaces de lutte globale, au sein de laquelle la disponibilité des ressources humaines bien formées est la clé de voûte. Le clou des 3 jours de travaux théoriques de cet atelier sera marqué les jeudis et vendredis prochains par une campagne de dépistage et de soins gratuits en faveur des femmes de Conakry et environ. Près de 200 femmes seront touchées par l'opération à travers la double méthode dite IVA, entendez, inspection visuelle du col de l'utérus à l'acide acétique et du traitement ériothérapie. Nous revenons sur le plateau. Professeur, nous avons suivi tout à l'heure avec intérêt notre ami Soridou Kera. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer du col de l'utérus, parallèlement le cancer des seins aussi? Alors, peut-être que je vais faire une définition globale pour les deux. Le cancer, de façon générale, c'est lorsqu'il y a la constitution d'une tumeur. Cette tumeur se constitue parce que un certain nombre de facteurs de risque ont entraîné des anomalies au niveau des cellules de base d'un tissu donné. Et ces anomalies vont induire une prolifération, ou si vous préférez, une multiplication anormale de ces cellules et surtout une multiplication anarchique et rapide. Et la tumeur va se constituer. Cette constitution peut se faire au sein d'un organe donné. Ça peut être
le col de l'utérus, ça peut être le sein. Et c'est ce qu'on appelle un cancer. D'accord. Alors, professeur, moi, je voudrais savoir, est-ce que les consultations sont gratuites à Conakry? Alors, il y a quelques années, les consultations étaient gratuites, mais les consultations coûtent exactement le même prix qu'une consultation normale. D'accord. Selon les préceptes du ministère de la Santé. En fait, ces consultations consistent à faire le dépistage, c'est-à-dire la détection précoce de la maladie avant qu'elle ne devienne invasive, avant qu'elle ne devienne grave. D'accord. Alors, si vous voulez, le dépistage est une technique qui consiste à rechercher et retrouver une pathologie chez une personne qui apparemment se porte bien et saine. C'est ça le dépistage. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que toutes les femmes et les populations comprennent que pendant qu'on se sent en bonne santé, il faut qu'on se rende dans un centre de santé pour que l'on puisse procéder à cette procédure pour pouvoir dépister la maladie. Une question concerne ce passage. Donc, professeur, il faut aborder le sujet avec son médecin traitant ou son gynécologue, car quand une personne est déclarée positive, c'est toute une panique. Alors, le cancer du sein ou des seins est le plus fréquent chez la femme. Est-ce un dépistage précoce permet ou suffit d'être sauvé et guéri de la maladie? Alors, je pense que l'entretien doit aller au-delà du cabinet du médecin. D'accord. Les femmes se retrouvent souvent dans les salons de beauté. Il est très important qu'entre elles échangent et qu'elles se disent mince alors, moi j'ai été chez mon médecin la dernière fois, j'ai eu le dépistage, on n'a rien trouvé chez moi. Mais une autre copine a été, elle a eu un dépistage et puis on lui a donné tout de suite un traitement. Je pense que ça s'appelle de bouche à oreille, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la sensibilisation. Et cette sensibilisation, si vous voulez, traîne comme une traînée de poudre. Et c'est un moyen qui permet d'informer le plus de personnes possible. Mais cela aussi peut se faire au sein des associations de femmes, qu'on appelle couramment chez nous les serrés. Elles peuvent en parler. Elles peuvent décider, lors d'une réunion, de parler de dépistage du cancer pour encourager les camarades qui sont réticentes de se rendre dans une structure de santé pour se faire dépister, parce que le dépistage, c'est vraiment une partie très importante, si vous voulez, de la prévention de cette maladie, qui du reste peut être prévenue de ces deux maladies, que sont le cancer du col et du sein, qui constituent chez nous les deux premiers cancers de la femme. D'accord. Professeur, c'est une question, moi, que je pose, je prends la responsabilité. Pourquoi l'on dit que des fois, parfois, le dépistage est remis en question? Est-ce vrai? La réponse est non. D'accord. C'est un non catégorique. D'accord. Le dépistage du cancer du sein se fait actuellement avec des moyens très simples. Et nous avons des avancées extraordinaires dans ce domaine du dépistage du cancer du col de l'utérus. Je parlerai tout à l'heure aussi, bien entendu, du cancer du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, imaginez-vous, il y a quelques années, il fallait faire un test biologique assez sophistiqué qu'on appelle le frottis cervico-vaginal, qui consiste à prélever des cellules au niveau du col de l'utérus, à faire un certain nombre de manœuvres techniques, à l'adresser au cytopathologiste ou à l'anatomopathologiste pour être lu, et le résultat devait attendre à peu près une semaine avant d'être donné. Depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, il a été mis en évidence un certain nombre de méthodes simples, telles que l'inspection visuelle. L'inspection visuelle peut être réalisée par toute catégorie de personnel de santé, et ça j'insiste dessus. Il ne s'agit pas d'être un grand spécialiste, il s'agit d'être tout simplement une infirmière, une sage-femme, un médecin généraliste pour pouvoir appliquer le test.
Cela consiste à appliquer des colorants sur le col et à observer des modifications qui surviennent sur le col. En fonction du type de modification qui apparaît, on peut déclarer le test positif ou non. Et l'avantage, c'est que le résultat, il est immédiat. Et dès que le test est positif, s'il s'agit d'une lésion précancéreuse qui ont, si vous voulez, des prises en charge et des protocoles de prise en charge clairs, selon le cas, un traitement immédiat peut être réalisé. Et ce traitement immédiat existe dans notre pays, ça s'appelle la cryothérapie, c'est-à-dire c'est de traiter le col en le congelant. C'est-à-dire on va détruire les cellules qui sont malades en les congelant et on peut aussi les brûler et cela peut entraîner une guérison, je peux vous dire, à 100% ou proche de 100% de ces lésions précancéreuses qui ont été diagnostiquées. En ce qui concerne le sein, nous suggérons souvent de faire l'autopalpation du sein, c'est-à-dire que chaque femme au cours de son cycle menstruel doit au moins une fois dans le mois essayer de palper le sein à la recherche d'un nodule ou d'observer son sein à la recherche d'une modification de la peau ou de l'apparition de petits boutons qui sont pas là normalement. Alors, une fois que cette découverte est faite, il est suggéré et vivement conseillé à la femme de se rendre dans un système de santé pour que le sein soit examiné par, encore une fois, un prestataire de santé qui, en fonction de la situation du nodule, va engager un certain nombre d'examens, dont la mammographie, qui peuvent permettre de déterminer dans un premier temps la nature du nodule, donc de la boule qui a été observée dans le sein, et puis après, d'autres examens seront utilisés pour que le diagnostic de maladies malignes ou non malignes soit confirmé. D'accord. Donc, on va parler des facteurs de risque de ces deux cas, cancer du col et des seins. Là, c'est une question, à mon avis, très importante, je dirais même la plus importante, puisque le principe du dépistage est basé sur la meilleure connaissance des facteurs de risque. Commençons d'abord par le cancer du col de l'utérus. Le facteur de risque principal est le facteur sexuel. Une femme qui reste vierge toute sa vie ne fera jamais. Ne développe pas de cancer. Jamais de cancer du col de l'utérus. Alors, on dit que les femmes qui ont des rapports sexuels très précoces, aux alentours de 15 ans ou avant, qui ont des partenaires multiples, ou qui ont un partenaire qui a des partenaires multiples, ça c'est le rôle du mari ou du conjoint, est une femme qui a un risque de cancer. Mais également, une femme qui fume la cigarette a un risque important. Une femme qui a aussi une immunodépression liée à une maladie grave ou liée au VIH peut être un facteur de risque. Et dans tout ça, le tout premier des risques, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le virus du papillome humain. Il y a plusieurs types de ce virus, il y en a 200 sérotypes, mais il y en aura 18 qui vont provoquer un cancer du col. Il faut savoir le détecter. Et l'un des moyens de dépistage de nos jours, et ça c'est l'avancée extraordinaire, est basé sur le diagnostic, n'est-ce pas, la mise en évidence de ce virus dans les sécrétions vaginales. Et la révolution, c'est que la femme elle-même peut faire son propre prélèvement, ça s'appelle l'autoprélèvement. Comment cela doit se procéder? C'est-à-dire qu'elle va prélever des cellules au niveau de son vagin, qu'elle va adresser à un laboratoire, et le laboratoire va faire un test qu'on appelle le test HPV. Alors, l'avantage de ce test, c'est que l'on va mettre en évidence le principal facteur de risque, donc la cause première de la survenue du cancer.
Si c'est négatif, ça veut dire que pendant une dizaine d'années, la femme peut être tranquille, puisqu'on ne refera plus de tests avant 5 ans. Parce qu'on sait que le cancer ne se développera pas sans l'existence de ce virus-là. Si c'est positif, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est malade. Ça veut dire qu'elle a été en contact avec ce virus-là. Donc, qu'il faut surveiller. On fera les autres tests de dépistage pour voir s'il n'y a pas encore de lésions qui sont développées. Et elle rentrera dans le cadre d'un suivi qui permettra plus tard de découvrir cela. Alors ça, c'est ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, il est important de savoir que les facteurs familiaux et les facteurs génétiques jouent un rôle très important. Je vous ai raconté tout à l'heure cette histoire de l'actrice. Et cela est lié à l'existence, si vous voulez, sur les chromosomes, qui sont les constituants de tout organisme, n'est-ce pas, sur les chromosomes d'un certain nombre d'anomalies. Donc, si dans une famille cette anomalie existe, le risque est multiplié pratiquement par 3 d'avoir une cancer. C'est pour cela, quand vous avez une jeune femme qui a une tante, une sœur, la maman, le papa, qui ont été atteints de cancer du sein, le risque qu'elle-même elle soit atteinte de cancer du sein est très élevé. C'est le tout premier facteur de risque parce que ce risque entraîne des prédispositions à des modifications cellulaires qui sont responsables de la survenue du cancer. Mais l'autre facteur qui est important aussi, c'est les facteurs hormonaux. Savez-vous que allaiter son enfant protège contre le cancer du col? Oui, le cancer du sein, oui. Savez-vous que la femme qui accouche jeune, qui fait son premier bébé jeune, c'est-à-dire aux alentours de 25 ans ou avant, se protège contre le cancer du sein? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les facteurs hormonaux jouent un rôle très important, surtout une hormone qu'on appelle les estrogènes. Et cela, malheureusement, l'exposition aux estrogènes survient surtout aux jeunes filles qui voient leurs règles très tôt. C'est-à-dire que quand elles voient leurs règles vers 12 ans et qu'elles ont une ménopause tardive, elles ont beaucoup plus d'années d'exposition aux estrogènes qui favorisent la survenue de ce cancer-là. Aussi, quand on prend de façon inconsidérée ces estrogènes, sans les conseils des médecins, on augmente aussi le risque de survenue de ce cancer. Évidemment, aussi chez les femmes qui sont obèses, les femmes qui mangent beaucoup de graisse animale, et notre environnement aussi, peuvent être des facteurs de risque. Par exemple, lorsqu'il y a eu la bombe à Tchernobyl, il y a eu beaucoup de cancers, dont les cancers du sein, parce que la radiologie ionisante entraîne souvent la survenue de ces maladies. Alors donc, pour nous résumer pour le cancer du sein, il y a les facteurs génétiques d'une part, il y a les facteurs hormonaux, mais il y a aussi les facteurs environnementaux. Comment reconnaît-on donc les symptômes de ces deux cas, toujours? Alors, je vais faire l'inverse cette fois-ci. D'accord, on va le cancer du sein. D'accord. La découverte d'une boule dans le sein doit amener la femme vers un centre de santé pour se faire examiner. Mais l'existence d'une boule, il faut qu'on rassure aussi vos auditrices, l'existence d'une boule ne signifie pas forcément que c'est un cancer. Ça peut être un kyste. Ça peut être un kyste, ça peut être un fibroadénome, ça peut être autre chose. Mais seul le médecin peut en faire le diagnostic. C'est pour cela qu'il faut aller vers une structure de santé pour que la boule soit explorée. Examinée d'abord. Et il y a un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'attirer l'attention du médecin et de dire ça, c'est une pathologie cancéreuse. Mais il faut que les femmes apprennent à regarder la région du mamelon et la région de l'aréole. D'accord. Le bout des seins? Le bout des seins, exactement, c'est le terme exact. Le bout des seins. D'accord. Alors, il faut regarder là pour voir s'il n'y a pas de petites plaies qui sont là.
ces petites plaies peuvent cacher derrière l'existence de la vraie maladie, qui est une boule qui se cache dans cette zone-là et qui s'extériorise parce que les cellules tumorales commencent à coloniser le bout du sein. Lorsque une femme voit ça aussi, elle doit prêter attention. Et comme au cours de l'autopalpation, elle se met en face d'un miroir pour regarder, toute modification du sein, telle que les petites cassures et autres, qu'elle verra, doivent attirer son attention et doivent l'amener à consulter le médecin. Voilà en gros quelques signes qui peuvent permettre à la femme de se dire, bon, j'ai un problème, il faut que j'aille à la structure de santé. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, là, les deux signes essentiels, ou le tout premier signe, c'est le saignement. D'accord. Lorsque une femme saigne, Saignement en anormal. dehors des règles, un saignement Anormal. surtout un saignement après des rapports sexuels, doit attirer l'attention. C'est souvent, en tout cas, une maladie grave. Soit c'est un cancer, soit c'est une maladie qui est liée à une pathologie infectieuse qui est assez grave, qui est responsable de stérilité. Dans tous les cas, il faut se rendre à la structure de santé pour se faire examiner. Mais, ce que je voudrais dire, il ne faut pas attendre d'avoir ces symptômes pour se rendre dans une structure de santé. Il faut, pendant qu'on est en très bonne santé, venir pour se faire dépister parce que le dépistage est possible. Et je vous ai dit tantôt que le dépistage, c'est le fait de rechercher une pathologie chez une personne que tout le monde considère comme une personne saine. D'accord. Alors, professeur, ça c'est une autre question qui m'incombe. Certains pensent que porter les soutiens-gorge serrés peuvent entraîner le développement d'un cancer, est-ce vrai? Vous avez vu, ça m'a fait beaucoup sourire parce que c'est pas la première fois que la question m'a été posée. La question m'a été souvent posée. La réponse, c'est non, impérativement. Non. Ce serait une mauvaise connaissance de l'histoire naturelle de cette maladie et de dire que c'est, en tout cas à l'état actuel des connaissances. Vous savez, la connaissance médicale est variable, mais à l'état actuel des connaissances médicales, mesdames, portez les soutiens que vous voulez. D'accord. Que ce soit confortable. Que ce soit confortable. D'accord. Professeur, alors moi, c'est à quel âge la femme est censée faire sa première consultation? Alors, vous voulez parler du dépistage, c'est ça? Oui. Alors, peut-être qu'il est important de rappeler que le dépistage, d'abord, est un acte volontaire. Il y a plusieurs types de dépistage. Il y a le dépistage individuel. Donc, toute femme qui pense « je peux aller chez le docteur pour me faire dépister » peut y aller. Mais il y a aussi le dépistage en tant que programme. D'accord. Une journée dédiée? Alors, une journée dédiée, non. Une journée dédiée, ça s'appelle un dépistage opportuniste. D'accord. Nous pouvons avoir en même temps plusieurs femmes, mais ça ne suffit pas. Il faut ce qu'on appelle un programme organisé. Un programme organisé qui ne concernera pas seulement que le dépistage, et en termes savants, on appelle ça la prise en charge globale ou holistique de la maladie cancéreuse. Puisque ces deux cancers féminins, que sont le cancer du col et le cancer du sein, sont deux cancers qui se prêtent très bien à la prévention. Regardez, pour le cancer du col de l'utérus, savez-vous que dans les avancées, il existe maintenant 2 types de vaccins. Et il y en a un troisième qui est en chemin. Ces 2 types de vaccins contiennent les virus qui sont responsables de la maladie et permettent de faire la prévention maintenant, comme toute vaccination, de cette maladie. C'est-à-dire que le vaccin va créer une barrière entre les maladies, cette maladie-là, et le corps de la personne. Cette vaccination doit se faire chez les adolescentes, dont l'âge est compris entre 9 et 13 ans. Le vaccin. Le vaccin. Pourquoi? Parce que on suppose
qu'entre 9 et 13 ans, la jeune fille n'a pas encore eu de relations sexuelles, donc on n'a pas encore couru le risque de se faire infecter. Mais vous savez que dans les pays comme les nôtres, les jeunes filles commencent les rapports sexuels assez tôt, aux alentours de 15 ans. Vous savez que 20% à peu près de la population de cet âge-là a déjà un premier rapport sexuel. Or, le premier rapport sexuel peut être déjà contaminant, étant donné que l'homme est le vecteur, est l'un des principaux vecteurs de la maladie. C'est pour cela que la vaccination joue un rôle très important. Est-ce que la vaccination existe aussi pour les personnes adultes? Non. Parce que pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Mais il y a le dépistage, qui est aussi efficace pour les personnes adultes. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin thérapeutique. Le vaccin dont nous disposons est le vaccin préventif, mais qui malheureusement est très cher et n'existe pas encore sous forme de programme dans notre pays, malheureusement, mais ça va venir. Ça va venir très rapidement. Avant, il fallait donner 3 doses, mais maintenant la recommandation, c'est de donner 2 doses parce que les études qui ont été menées dans les pays où ce vaccin a été mis en place ont montré qu'il n'y a pas de différence sur le plan de la protection. Le second élément important dans la prise en charge de cette maladie, c'est, si vous voulez, l'éducation sanitaire. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple des serrés, des copines que l'on rencontre, etc. Et aussi du personnel de santé. Cette sensibilisation est très importante pour que les gens puissent aller se faire dépister ou aller prendre les vaccins. Et puis, bien sûr, il faut faire le dépistage par les 2 méthodes que je vous ai expliquées tout à l'heure, qui sont simples et qui peuvent être réalisées dans notre pays. Et puis après, il y a la prise en charge qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire essayer de diagnostiquer les maladies au stade le plus précoce possible pour pouvoir les traiter par une seule méthode de traitement qui est la chirurgie, en ce qui concerne le cancer du col. Alors, professeur, aujourd'hui, quel est le bilan que l'on peut établir chez nous? Alors, quel est le bilan qu'on peut établir chez nous? Si vous voulez, nous sommes devenus actifs dans la prévention du cancer du col de l'utérus au début des années 2000, en 2000. Et notre pays avait alors participé à l'évaluation de la méthode de dépistage qu'on utilise actuellement auprès de 11 autres centres dans le monde. Et lorsqu'il a été démontré que c'était une méthode qui était fiable, on est passé à l'échelle. Et plusieurs études ont été faites dans le pays pour voir quel serait le moyen le plus fiable pour que les programmes soient des programmes aussi bien horizontaux qui atteignent toutes les populations et qu'on les mette dans les différents éléments du système de santé. Autrement dit, on a essayé l'intégration dans le système de santé, en l'intégrant dans des centres de santé et dans des hôpitaux. Ensuite, on a fait les dépistages ruraux qui ont été essayés dans la commune de Dubreka, où tous les villages ont été pris en compte, mais aussi on a essayé d'aller à l'intérieur du pays, dans les structures de santé, en formant des prestataires à faire le dépistage. Mais c'est difficile, vous savez, il y a toujours des problèmes. Les prestataires de santé qui sont formés parfois quittent les structures où ils ont été formés et vont ailleurs avec des responsabilités qui les empêchent à développer ce programme, ce qui fait que les programmes prennent parfois un certain nombre de retards. Alors, professeur, c'est la deuxième manche de cette émission, le numéro sur lequel les téléspectateurs vont nous appeler est affiché au bas de l'écran. Mais avant notre premier appel ou avant les appels, nous allons parler un peu très rapidement les éventails thérapeutiques de ces 2 cas. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées, mais la base du traitement pour le cancer du col de l'utérus, c'est la chirurgie, la radiothérapie et un peu la chimiothérapie. Oui. D'accord. Pour le cancer du sein, il y a la chirurgie. Ensuite, il y a la radiothérapie, il y a l'hormonothérapie et il y a ce qu'on appelle la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, c'est
la toute dernière des thérapeutiques actuellement en matière de traitement du cancer du sein, puisque l'objectif de la thérapie ciblée, c'est... Et ça ne sonne pas ici. Donc l'objectif de la thérapie ciblée, c'est d'aller au sein des cellules, détruire les cellules malades et essayer de préserver un certain environnement fait de cellules saines. Et c'est vraiment ça la thérapie moderne. Et cette thérapie intervient de deux façons. Elle empêche le développement des nouveaux vaisseaux que toute tumeur cherche à développer quand elle attaque l'organisme, mais aussi elle essaye de jouer sur le plan génétique pour arrêter les anomalies que les cellules produisent. Comme si c'était éteint. Voilà un peu l'évolution des thérapies en matière de prise en charge des cancers. Mais il faut se dire aussi que la prise en charge de ces maladies doit toujours être une prise en charge multidisciplinaire et il y a souvent ce qu'on appelle une concertation qui concerne plusieurs spécialistes pour déterminer de la façon la plus efficace possible le traitement le plus adapté au stade de la maladie qui est en présence du médecin. Alors, avant toujours notre appel, professeur, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas moi qui le dis. Hein? Absolument, absolument. Et vous pouvez insister dessus. D'accord. Mieux vaut prévenir que guérir. Comment prévenons-on ces deux cas? Ben, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Hein. J'ai dit la prévention comporte la prévention primaire. La prévention primaire, c'est d'empêcher la maladie de survenir. C'est-à-dire en faisant de la sensibilisation, en faisant de la vaccination, comme je vous l'ai expliqué tantôt. La prévention secondaire, c'est de dépister les lésions précancéreuses et de les traiter. Et puis il y a la prise en charge qu'on peut appeler la prévention tertiaire, mais qui en réalité est la prise en charge. En sachant que quand vous recevez les gens pour le dépistage, vous allez forcément voir des cancers et vous allez forcément voir des cancers en phase terminale. Celles qui sont à un stade où on peut les traiter, enfin, les patientes qui sont à un stade où on peut les traiter, il faut les traiter et leur donner toutes les chances de guérir en utilisant plusieurs méthodes de traitement qui sont dans notre escarcelle. Celles qui sont en phase terminale, pour lesquelles on sait qu'elles ne guériront pas, il faut mettre en place ce qu'on appelle un traitement palliatif, c'est-à-dire un traitement qui va permettre de contrôler la douleur et de contrôler les signes secondaires qui peuvent être associés à la gravité de la maladie. Alors, professeur, nous avons notre premier appel. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, où vous nous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Abdoulaye. D'accord. Où? D'accord, nous vous écoutons, monsieur Camara. Guinée-Bissau. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je connais le professeur Namouri Keita. Merci. Oui. Et oui, c'est un grand professeur. J'ai étudié aussi dans votre université là-bas. Et je voulais le demander, à l'état actuel de leur programme de prise en charge du cancer du col de l'utérus, si toutefois la Guinée-Conakry peut prendre les cancers avancés, parce que nous avons beaucoup de cas ici en Guinée-Bissau. D'accord. Alors, merci. Merci beaucoup pour votre question et ce sera un plaisir de vous rencontrer une prochaine fois. En effet, les cancers très avancés, vous pouvez vous en charger vous-même. Puisque s'il s'agit de cancers très avancés, je suppose que vous êtes du corps médical, donc vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Au stade 3 et 4 de la maladie, il faut un traitement palliatif. Le traitement palliatif, c'est un accompagnement de fin de vie qui permet de prendre en charge, n'est-ce pas, la femme pour permettre que la femme ait une meilleure vie, ait moins de douleurs et qu'elle puisse vivre en milieu familial sans trop de difficultés. Par contre, s'il s'agit des stades un peu plus précoces, jusqu'au stade 2,
Bien entendu, la prise en charge chirurgicale peut se faire en Guinée, mais comme vous le savez certainement, il y a un autre élément de la prise en charge qui est la radiothérapie, qui ne peut pas se faire encore en Guinée, mais ça se fait dans d'autres pays limitrophes. De la sous-région, oui. De la sous-région, et où on peut, après le traitement chirurgical, les envoyer pour assurer la prise en charge par la radiothérapie qui va stériliser le reste des cellules qui n'ont pas pu être enlevées par la chirurgie. Alors, on a un autre appel, professeur. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, c'est une dame, excusez-moi. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô, oui, je m'appelle Kourouma Minata. Allô, oui. Allô, oui, nous vous écoutons, Madame Kourouma. Bonsoir. Allez-y, Madame Kourouma. Je me nomme Kourouma Minata. Éloignez-vous de votre poste, on ne vous entend pas très bien. Allô, oui, je vous ai appelé, j'ai appris avec le docteur qui disait, j'ai entendu le mot vierge là, mais que je ne sais pas ce que je dis. Vous avez compris, non? Le mot. Reprenez, s'il vous plaît, on n'a pas compris. Je dis, j'ai entendu le mot vierge. Dialyse. Non. Non, non, vous avez mal entendu peut-être, on n'a pas parlé de dialyse ici. Je dis, j'ai entendu le mot vierge. Je veux connaître maintenant le mot vierge. Non, on n'a pas, vous avez mal compris peut-être, on n'a pas parlé de dialyse aujourd'hui, c'est déjà passé. Vierge. Hein? Non. On va prendre un autre appel. Elle est hors sujet. Elle est hors sujet. Professeur, je crois que c'est le dernier appel que l'on va prendre. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle je m'appelle Monsieur Mamigna. D'accord. Je vous appelle depuis Kindia. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Je tiens d'abord à remercier le professeur Namouri Keita. Merci. Il y a un professeur de qualité. Alors, je voudrais poser une question au docteur. Allez-y, monsieur. Voilà, il venait de dire un peu par là que pour le cancer du sein, il y a des remarques. Il faut des observations. Bon, au niveau du sein, il faut observer le bout, s'il y a des plaies. En tout cas, il y a des signes quand même. Maintenant, je voudrais savoir, avec la permission du professeur, est-ce que c'est des fois parce qu'il y a des fois de ces femmes quand ils sont à l'état nourrice? Allez-y, monsieur. Aussi des petites plaies là qui se présentent au niveau du bout des seins. Voilà. Donc, est-ce que c'est à cet état-là ou bien deux fois, elle peut être à l'état simple? Voilà. Alors, merci beaucoup. Voilà. Professeur, vous avez compris. C'est là ma question. Allez-y. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Niang, pour votre très intéressante question. Alors, il faut savoir que dans ce genre d'émission, il est impossible de détailler tous les signes et symptômes. Et ce qui est important, c'est vrai que chez une femme nourrice, il y a de temps en temps des gerçures qui apparaissent sur le bout du mamelon et qui n'ont rien à voir avec le cancer du sein. Mais il faut aussi savoir que le postpartum immédiat peut être une période où apparaît une pathologie particulière qu'on appelle la mastite carcinomateuse. La mastite carcinomateuse, va se présenter sous la forme d'une inflammation généralisée du sein, qui est très difficile à diagnostiquer d'ailleurs, et qui est liée à un développement anormal des cellules du sein, mais qui est en fait antérieure à la grossesse. Puisque l'évolution de cette maladie est une évolution très lente, c'est du fait que la maladie n'a pas été diagnostiquée que la grossesse va entraîner une aggravation des modifications et que le diagnostic va se passer dans les suites de couches. C'est pour cela qu'il faut
à chaque fois que la femme constate une anomalie dans son sein, même dans le postpartum, se rendre dans le système de santé. Le dernier appel avant de clôturer cette émission donc. Alors, nous vous écoutons, monsieur, très rapidement. Allô, bonsoir. Allez, bonsoir. D'où vous nous appelez? Oui, j'appelle de l'aviation. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai des questions à poser à docteur. Très rapidement, hein? On n'a plus de temps. Oui, je voulais que le docteur revienne un peu en arrière concernant, comment dirais-je, l'explication au niveau pour les femmes qui fument de la cigarette. Combien de fois ils sont exposés au cancer du col de l'utérus? Et ensuite, je veux, quelles sont les mesures préventives pour éviter les cancers du col de l'utérus? Oui. Professeur, vous avez compris, hein? Très bien. Je crois que c'est notre dernier appel, très rapidement. Très rapidement, la cigarette modifie le liquide que perd la femme par le col, qu'on appelle la glaire cervicale. Et rend cette glaire-là, qui est normalement là pour protéger le col, très fragile à cause de la présence de nicotine à ce niveau. Et cela favorise l'inclusion dans le génome des cellules, n'est-ce pas, du virus qui est responsable du cancer. Voilà pourquoi le tabac joue un rôle négatif dans la survenue de ce cancer-là, mais de beaucoup d'autres cancers, on va dire de tous les cancers d'ailleurs. Votre deuxième question, vous pouvez me le rappeler, c'est... Quelles sont les préventions, il a dit... Alors, quels sont les moyens de prévention? Je pense que je me suis largement étendu dessus. Il y a d'abord la sensibilisation des populations. Et vous savez que l'on considère que l'une des causes les plus graves du cancer du col et du sein, c'est l'absence de dépistage dans un pays. Quand il n'y a pas de dépistage, c'est une cause gravissime. Alors que quand il y a le dépistage, on peut dépister les lésions et sauver beaucoup de femmes. Et sauver beaucoup de patients. Comme c'est une maladie des femmes, alors toutes les femmes sont... Alors cette émission c'est pour vous, hein? Alors c'est au CHU donc qu'on fait les dépistages? Pas seulement au CHU donc. Lorsqu'on a un problème de santé, on se rend dans une structure de santé où il y a une infirmière, une sage-femme ou un médecin. Si les médecins découvrent, ou le prestataire de santé découvre qu'il y a une anomalie au niveau du col ou du sein, il est plus à même de vous orienter vers la structure qui va assurer la prise en charge. Parce que si on dit qu'il faut que tout le monde vienne à Donka ou à Ignacidine, c'est pas possible. Professeur, un petit conseil avant de clôturer. Un petit conseil aux femmes, hein, aux femmes qui fument, aux femmes en général. Aux femmes et aux hommes qui fument, je leur demande d'arrêter tout de suite. D'accord. Merci. Parce que l'une des premières causes de mortalité au monde, c'est le cancer du poumon. Et le cancer du poumon est lié à la cigarette. Et pas que le cancer du poumon, et toutes les pathologies graves du poumon qui entraînent des pathologies respiratoires à l'âge avancé. On est pris par le temps. Voilà, on est pris par le temps. Arrêtez donc de fumer, les femmes, les hommes. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été servis et ravis. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, que nous étions avec professeur Namouri Keita, gynécologue obstétricien en service au CHU, donc, qui a été notre invité de ce dimanche. Je crois que le thème alléchant a été le thème sur le cancer du col de l'utérus et des seins. C'est ainsi prend fin ce numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. On se quitte toujours sur une note santé. OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Si aucune mesure n'était prise, c'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en œuvre dans le but de faire reculer considérablement le poids de la maladie dans le monde. C'est sur ces notes, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.